Bonjour à tous. Ce matin, on va vous présenter le nouveau réseau de soins ville-hôpital des dyslipidémies complexes du 74. C'est un projet en collaboration avec les endocrinologues de l'hôpital. On a travaillé aussi avec des cardiologues de ville. C'est Loïc et le docteur Annie Fonteil qui ont pas mal mûri le projet. Et puis, ça fait 3 ans maintenant qu'on travaille un peu tous ensemble pour mettre en place la filière de soins. Le but est d'optimiser la prise en charge des patients avec des dyslipidémies complexes et surtout les hypercholestérolémies familiales. Et puis, en plus des endocrinologues et des cardiologues, on a bon espoir d'inclure les pédiatres dans le projet. Et puis, il y a Nathalie Barassi, qui est une de nos secrétaires de cardiologie, qui nous a rejoint aussi. Donc voilà, on est l'équipe complète maintenant pour vous présenter le projet. Je vais commencer par un cas clinique. C'est un patient que Annie et puis moi avons vu il n'y a pas longtemps. Il a 46 ans, son frère a été stenté à 44 ans, son père a été ponté à 50 ans et son neveu a fait une mort subite à 39 ans dont on n'a pas la cause. Et puis son médecin traitant lui fait un peu un check-up et découvre de façon fortuite une hypercholestérolémie avec un LDL à 3,27 g. Des triglycérides et un HDL normal. Et puis, il dit quand même qu'il a des douleurs thoraciques à l'effort depuis quelques mois, qu'il néglige un peu. Et puis, ce médecin traitant-là lui dit « Ah bah oui, c'est vrai qu'il y a trop de cholestérol, on contrôle dans 6 mois. » Puis lui, il est un peu inquiet du fait de son histoire familiale. Il consulte un autre médecin en consulte d'urgence comme ça en week-end qui dit quand même qu'il y a quelque chose qui ne va pas et qui l'adresse en consultation à Annie Fonteil, qui est donc lipidologue, endocrinologue et qui travaille depuis longtemps sur ces hypercholestérolémies familiales. Le Dutch est à 9, alors je vous en parlerai après, c'est la probabilité clinique d'avoir une hypercholestérolémie familiale. Le médecin traitant avait déjà demandé le Doppler artériel périphérique qui montre de l'athérome sans sténose, et puis je le fais pédaler, ce monsieur. Est-ce que les boucles vont passer? Est-ce que les boucles ne passent pas, Didier? Ouais, parce qu'elles sont en automatique normalement. Tu penses? On va essayer juste de les faire passer par... Bon, après, il n'y a pas beaucoup de boucles. Hein. En lançant l'autre topo. Non, ça tombe pas plus. Bon, en tout cas, l'écho d'effort était fortement positive en antérieur, en inférieur et en latéral. Et donc, on lui a demandé la coronarographie diagnostique. Alors, du coup, je pense que les boucles ne vont pas passer, mais il est tritron très sévère. Il est ponté la semaine prochaine. Il n'a que 46 ans. Alors, qu'est-ce que la classification des hyperlipidémies? Dans les hyperlipidémies, avant, il y avait la classification à 5 stades et maintenant, on l'a simplifiée. On parle des hypercholestérolémies pures et les hypercholestérolémies familiales rentrent dans cette grande classification-là. Ensuite, il y a les hypertriglycéridémies pures, c'est-à-dire donc hypertriglycérides sans hyper-LDL, et les hyperlipidémies mixtes, hyper-LDL, hypertriglycéridémies. On va parler surtout des hypercholestérolémies pures. Les hyperlipidémies mixtes sont souvent polygéniques, il n'y a souvent pas d'analyse génétique réalisée. Et les hypertriglycéridémies, c'est encore une autre maladie. Un petit mot sur les normes lipidémie. Donc, le LDL, on considère qu'il est normal inférieur à 1,6, même si la cible diffère en fonction des antécédents. Triglycérides inférieur à 1,5, HDL supérieur à 0,4. Et puis, je vous ai remis la formule de Friedewald qui permet de calculer le LDL cholestérol, mais si les triglycérides ne sont pas trop élevés. Je vous ai remis aussi la formule de conversion, parce qu'en fonction des labos, ça peut être en millimol ou en grammes par litre. Ouais. Calculer le cholestérol, cholestérol total moins HDL. Ouais, ce que dit Annie, c'est que quand on a des triglycéridémies très élevées, on peut faire juste cholestérol total moins HDL et ça permet d'estimer le LDL cholestérol sans faire trop d'erreurs. Donc c'est assez simple. Cholestérol total moins HDL quand le triglycéridémie est supérieur à 3,4 grammes par litre. Donc, dans les hypercholestérolémies pures, donc dans la classification, il y en a 3 grands types. L'hypercholestérolémie commune, l'hypercholestérolémie familiale homozygote et l'hypercholestérolémie familiale hétérozygote.
L'hypercholestérolémie commune, elle est très fréquente. On a tous plein de patients avec qui ont des cholestérols élevés. C'est multigénique, c'est-à-dire qu'il y a un fond génétique qui prédispose et puis il y a un environnement défavorable avec souvent des régimes diététiques qui ne sont pas adaptés, du surpoids, d'autres facteurs de risque cardiovasculaire, un syndrome métabolique, etc. Dans ces cas-là, l'élévation du cholestérol, c'est plutôt la deuxième moitié de vie et elle reste le plus souvent modérée. Donc ça, on ne va pas en parler ce matin, c'est différent des hypercholestérolémies familiales. Il faut aussi éliminer, quand on a trop de cholestérol, les causes secondaires d'hypercholestérolémie qui sont l'hypothyroïdie, l'insuffisance rénale, la pathologie hépatique ou biliaire, les syndromes néphrotiques, la gammapathie monoclonale, l'anorexie. Puis il faut bien penser au traitement, notamment chez les jeunes filles pour la pilule, les corticoïdes, les rétinoïdes et les antirétroviraux pour les patients VIH. Donc ça non plus, il faut les avoir éliminés quand on a un patient avec une augmentation du cholestérol. Donc, les diagnostics différentiels d'hypercholestérolémie familiale, mais on va revoir que ce n'est pas tout à fait la même entité clinique, c'est toutes ces causes secondaires et puis l'hypercholestérolémie commune, mais dans ce cas-là, l'élévation est souvent modérée. Donc, qu'est-ce que l'hypercholestérolémie familiale, qu'on appelle volontiers HF parce que c'est plus court? C'est une maladie génétique, c'est-à-dire que ça touche en général un gène, c'est une maladie monogénique avec une forte pénétrance. Ça veut dire que le patient qui a le génotype atteint, donc le gène malade, il a 90 à 95% de risque d'avoir une élévation du LDL. Il y a deux types, il y a l'HF homozygote, c'est-à-dire que les deux gènes sont malades, c'est très rare et c'est très grave, et puis il y a l'HF hétérozygote qui va plus nous intéresser, qui est fréquent, peu diagnostiqué et qui est grave. Contrairement à l'hypercholestérolémie commune, c'est une élévation du LDL depuis la naissance et c'est pour ça que c'est des patients qui sont à plus grand risque cardiovasculaire. Pour la génétique de l'HF, c'est une transmission sur un mode dominant, c'est-à-dire qu'il suffit d'avoir une allèle malade pour développer la maladie. Il y a 3 gènes principaux, mais c'est surtout la mutation du gène du LDL récepteur en cause et plus rarement de l'ApoB et de la protéine du gène qui code pour la protéine PCSK9. Dans 20% des cas, c'est des causes inconnues, mais on se demande si ce n'est pas qu'on ne connaît juste pas la mutation sur le gène. Actuellement, il y a beaucoup de gènes candidats. Il y a beaucoup plus de gènes candidats, dit Annie Fontaine. Pour l'instant, le premier panel, en tout cas, recherche juste ces 3 gènes. Donc, un petit schéma pour essayer de juste un peu plus comprendre la génétique. La case orange, c'est censé représenter l'hépatocyte, puis le blanc, c'est le sang. Donc, le LDL, il y a une synthèse endogène du cholestérol, et puis il y a aussi une synthèse hépatique, mais en tout cas, l'hépatocyte a aussi pour but de dégrader le LDL. Pour ce faire, il faut qu'il se connecte au LDL récepteur sur sa membrane et grâce à une petite protéine qui s'appelle l'ApoB, tout ça fait une liaison, puis il est dégradé dans l'hépatocyte. Donc, les 3 gènes en cause, c'est donc le LDL récepteur. S'il est défectueux, la protéine LDL qui transporte le cholestérol dans le sang ne va pas reconnaître le LDL récepteur et du coup ne va pas se dégrader. Ou alors, il y a un problème de l'ApoB qui ne va pas créer la liaison entre les deux. Ou il y a une anomalie de PCSK9. Le PCSK9, elle favorise la dégradation de ce récepteur. Et si donc, le LDL récepteur est trop dégradé, il est moins dégradé par l'hépatocyte, moins incorporé dans la cellule. Donc, l'hypercholestérolémie familiale homozygote, ça veut dire que le patient, il a les 2 gènes malades. C'est très rare. En France, on estime qu'il y a à peu près 250 patients. Et c'est très grave. C'est des patients qui font des événements cardiovasculaires. Vous voyez, la courbe, elle chute à partir de 10 ans. C'est des LDL qui sont souvent supérieurs à 5 grammes par litre. Et c'est des enfants déjà qui ont des xanthomes tendineux dès l'enfance avec plein de petites boules de graisse qui poussent partout. Donc, c'est plutôt des patients de pédiatrie avec des complications très précoces. Ce n'est pas une entité clinique que nous, on va prendre en charge en consultation chez des adultes lambda. Et puis, c'est très rare. Le plus fréquent, c'est l'hypercholestérolémie familiale hétérozygote, c'est-à-dire qu'il y a un des 2 gènes qui est atteint, ce qui fait que, par exemple, il y a la moitié des récepteurs du LDL qui sont défectueux. Là, c'est beaucoup plus fréquent, c'est 1 sur 200 individus dans la prévalence mondiale. On estime qu'il y a un risque x13 d'avoir un événement coronarien sans traitement. Alors, il y a une atteinte artérielle diffuse athéromateuse, mais principalement au niveau coronarien. Et ça fait des événements cardiovasculaires prématurés. On estime que la moitié des hommes de moins de 50 ans feront un événement coronarien sans traitement et 30% des femmes de moins de 60 ans. C'est des événements cardiovasculaires qui sont prématurés. On estime aussi qu'il y a 9 patients sur 10 en France qui ne sont pas diagnostiqués.
Alors, un petit schéma pour un peu mieux comprendre, c'est l'HF hétérozygote. L'HF hétérozygote non traité, l'événement cardiovasculaire, c'est autour de 40 ans. L'HF hétérozygote traité tardivement, on essaye de... on avance un peu le niveau de risque. Et puis, alors, quand ils sont traités précocement, on retrouve le risque en population générale. Ils ont vraiment une indication à être traités tôt, comme le LDL cholestérol s'accumule dès l'enfance, de façon à limiter la survenue et l'âge précoce des événements cardiovasculaires. Alors en pratique, j'essaie de faire un topo assez pratico-pratique. Comment diagnostiquer une HF en consultation? Déjà, c'est des histoires familiales qui sont assez bruyantes. Un patient qui a un LDL au-delà de 2 grammes à 80 ans et qui n'a rien fait, on est plutôt rassuré, ce n'est pas une HF. Dans les familles HF, en général, alors ils ne savent pas qu'ils sont hypercol familial, mais ils savent qu'il y a des événements cardiovasculaires chez les oncles, les tantes, les frères, les parents assez jeunes. Parfois, il y a des morts subites inexpliquées jeunes. Tout ça, c'est des familles qui ont une antériorité familiale bruyante et qui font des événements cardiovasculaires précoces. Ça, c'est un patient que j'ai en consultation. Lui, il a 48 ans, il a fait un infarctus. Alors, il a beaucoup de LDL. Sa mère avait fait un infarctus à 58 ans. Et puis, quand on a demandé les LDL de ses enfants, Maxime, qui a 15 ans, il avait 2,36. Et puis, Marie, Paul, qui a 8 ans, il avait 2,17. Ça, c'est vraiment des familles typiques d'HF où vraiment il y a des cholestérols élevés, des événements cardiovasculaires dans la famille. Voilà. Quand on parle d'événements cardiovasculaires précoces dans les familles, c'est moins de 55 ans chez les hommes des familles et moins de 60 ans chez les femmes. En consulte, on recherche les dépôts extravasculaires de cholestérol. L'arc cornéen, c'est le petit trait blanc, si ça passe bien, qui est au niveau de l'œil. Il faut le chercher parce que même si on sait que ça existe, si on ne le regarde pas et si on ne cherche pas en regardant l'œil, on ne le verra pas. Et puis l'exanthome tendineux, c'est les petites boules de graisse qui sont soit au niveau des mains, soit au niveau du tendon d'Achille. C'est tout mou, c'est tout graisseux. Voilà. Et l'exanthelasma, alors c'est pas spécifique, mais il faut les rechercher quand même. Et c'est souvent décevant parce que souvent on ne les trouve pas. Les homozygotes, ils en ont pas mal et dès l'enfance. Les hétérozygotes, ils n'en ont pas forcément, ou des petits qu'on n'arrive pas à mettre en évidence. Et en tout cas, ce qu'il faut retenir, c'est que leur absence n'élimine pas le diagnostic. Faut le rechercher. Et l'arc cornéen, c'est avant 45 ans. Sinon, c'est pas pertinent cliniquement. Une fois qu'on suspecte une HF, il faut calculer le Dutch score. Le Dutch score, ça indique donc la probabilité clinique d'avoir une hypercholestérolémie familiale. Alors, il y a un site qui est très bien fait que nous, on utilise et on a essayé d'équiper tous les bureaux des ordinateurs d'endoc et de cardiologie. C'est le fhscore.eu où il faut dire le pays et puis ensuite, c'est un homme ou une femme et après remplir. Donc, il y a 4 principales catégories, les antécédents familiaux, les antécédents personnels, les signes cliniques de dépôt de cholestérol et puis la biologie. Puis ensuite, il y a l'analyse génétique. On peut mettre, ne sait pas, dans le score et c'est là le chiffre maximal par catégorie qui compte. C'est-à-dire, par exemple, si le monsieur il a un parent en premier degré avec des xanthomes et une maladie coronarienne, c'est le 2 qui prime. Et puis ensuite, on calcule le total du score et on a le score de Dutch complet. Et on dit que l'HF est certaine si le score est supérieur à 8, donc ça commence à faire beaucoup. Probable si c'est entre 6 et 8, et puis possible si c'est entre 3 et 5. Concernant le diagnostic génétique, en gros, donc vous avez compris, pour diagnostiquer une HF, il y a bien sûr la démarche clinique, les familles où il y a une histoire familiale bruyante, des événements cardiovasculaires précoces chez nos patients, le LDL élevé, tout ça, on calcule le score de Dutch, et ce qui nous indique la probabilité clinique. Et puis ensuite, il y a toute la question de l'analyse génétique qui est réalisée si le Dutch score est supérieur ou égal à 6, c'est-à-dire si la probabilité clinique d'HF est probable ou certaine. Donc, nous, on le propose sur le change, c'est Gaspard Beaune qui connaît bien le sujet et qui s'en occupe. Le prélèvement est envoyé au CHU de Lyon-Est et les délais de réponse, c'est à peu près 4 à 6 mois. Alors, parfois, c'est plus rapide, parfois, c'est un peu plus long. Donc, comme disait Annie, on propose initialement le premier panel, qui sont les 3 gènes principaux avec les mutations principales. Puis ensuite, si on ne trouve pas, Lyon-Est nous propose aux prescripteurs de faire des analyses complémentaires.
Bien sûr, ça nécessite le consentement du patient, qu'il ait bien compris. Tout ça, c'est encadré. D'où un peu le réseau de soins qu'on a mis en place pour faire les choses correctement. L'intérêt du bilan génétique, c'est d'avoir une certitude diagnostique, hein, mais encore une fois, si le Dutch est supérieur à 8, la certitude clinique est là. Mais on a vu, les études ont bien prouvé que d'avoir une annonce de maladie génétique posée avec une mutation du gène retrouvée, eh ben, ça aide à l'observance, ça aide à la prise en charge du patient, mais aussi de la prise en charge familiale. Donc, c'est pour ça qu'on l'a fait systématiquement si le Dutch score est supérieur ou égal à 6. S'il est inférieur à 6, parfois on le discute, c'est au cas par cas et il ne faut pas hésiter à nous poser la question. C'est la RCP de Lyon qui… Oui, j'en parle après. Ouais. Alors, comment prendre en charge les patients HF? Donc ça, c'est le Pocket Guide, c'est un outil qui a été vraiment discuté puis travaillé par Loïc, par Annie Fontaille et par Benoît Franco, qui est néphrologue sur l'hôpital, et qui permet une évaluation du risque cardiovasculaire en population générale. Donc en fonction du niveau de risque, il est conseillé une cible de LDL et puis une attitude en termes d'examen paraclinique et parfois aussi thérapeutique. Alors, la ligne blanche, c'est les HF. Hein. Les HF sans facteur de risque sont déjà à haut risque cardiovasculaire parce que le LDL s'accumule dès l'enfance, parce qu'ils font des événements cardiovasculaires, on l'a vu, très prématurés. Donc, c'est des patients qui sont à haut risque. Et donc, une HF sans facteur de risque cardiovasculaire, l'objectif, c'est de réaliser un score calcique. Une HF avec maladie cardiovasculaire ou facteur de risque, ils sont à très haut risque, hein, équivalent du diabète de type 1 depuis 20 ans, du diabète avec atteinte d'organes. Et là, dans ce cas-là, on conseille directement la recherche d'ischémie myocardique. Ouais, j'ai volontairement choisi de ne pas en parler pour t'embrouiller. Score calcique à partir de quel âge, pardon? Parce que là, en fait, tu dis qu'ils sont à très haut risque dès qu'ils ont un facteur de risque à partir de 50 ans chez les hommes. Du coup, c'est dire que les moins de 50 ans, ils sont à haut risque. Plus de 40 ans, on le fait. Moins de 40 ans, on… Non, mais pour la question de Benjamin, c'est les HF sans autre facteur de risque. À partir de quel âge on fait un score calcique? Pour les 40-45 secondes. Oui, mais du coup, c'est une catégorie qui est quasi virtuelle alors. Parce qu'à partir de 50 ans, ils ont déjà un facteur de risque. Non, ouais, plus de 40 ans, on fait le score calcique quand même chez les HF. Tout dépend aussi à quel point l'histoire familiale est bruyante tôt, comme dans les autres réflexions des maladies génétiques. Si on en a tendance à voir que le gène en cause il est encore plus virulent, si les gens ils font des morts subites ou des événements autour de 40 ans, on a tendance à le proposer à 35 ans, puis on n'a pas mis de cut-off volontairement sur l'âge, c'est autour de 40 ans, mais on peut les proposer plus tôt. Bien sûr, les enfants qui ont des pistes à 5 ans, on leur fait pas de score calcique, ça on va en parler après. La cible de LDL cholestérol, alors bien sûr, elle varie en fonction de la prévention primaire ou secondaire. Ce qui est recommandé, c'est en prévention secondaire inférieure à 0,7, voire 0,55 hein, en post-SCA. Chez l'enfant, on conseille une réduction du LDL de 50% en dessous de 10 ans et au-delà de 10 ans, un LDL cholestérol inférieur à 1,35. Et chez l'adulte, en prévention primaire, inférieur à 1 g, voire 0,7 comme c'est indiqué selon le Pocket Guide, s'ils ont beaucoup de facteurs de risque cardiovasculaire. Ce qui est un peu décevant dans les HF, c'est que les mesures hygiéno-diététiques, ça va faire réduire très peu le LDL cholestérol. La prise en charge diététique, bien sûr, on leur en parle, on leur donne des conseils. Parfois, moi, je les adresse aux nutritionnistes de l'hôpital en consulte pour essayer d'ajouter. Et puis, parfois, ils prennent des consultes avec les diététiciens, soit à l'hôpital, soit en ville. On leur conseille bien sûr de faire du sport, d'arrêter le tabac. Mais c'est souvent décevant sur le chiffre du LDL. Alors après, il y a forcément le traitement médicamenteux, hein, la statine, les étimibes et puis les anti-PCSK9. Je me suis pas arrêtée sur la statine et les étimides sur le topo. J'ai surtout parlé des anti-PCSK9 parce qu'on connaît moins ces médicaments, ils sont un peu plus nouveaux. Donc voilà, un tout petit mot sur la pharmaco des statines, la Rosu et l'atorvastatine, c'est des statines qui ont des demi-vies longues et les lipidologues sont pas affligés si on les prescrit le matin pour qu'il y ait une seule prise de tous les traitements le matin. Donc il ne faut pas être choqué si le patient il est sous Rosu ou atorvastatine avec une prise du matin.
Je vous ai mis un petit mot sur l'intolérance aux statines et l'équipe de Rosenson, ils ont proposé un score diagnostic des effets musculaires parce que c'est fréquent les intolérances, mais les vraies intolérances aux statines, ça l'est moins. Et ça, c'est un score clinique qui est assez facile à retenir et qui estime la probabilité des effets musculaires attribuables aux statines qui est probable, possible ou peu vraisemblable. En gros, ce qu'il faut retenir, c'est souvent des atteintes symétriques des fléchisseurs de hanches, de cuisses, de mollets, d'épaules. Et les symptômes surviennent avant 4 semaines et s'améliorent dans les 2 semaines de l'arrêt. Voilà, c'est un peu des petits outils en consultation. Alors, un mot sur les anti-PCSK9. Alors, j'ai aucun conflit d'intérêt, mais il y en a 2 différents qui ont maintenant l'indication. C'est un anticorps monoclonal. Ça nécessite une demande d'entente préalable. Donc, pour tous les libéraux sur Amélie Pro, c'est facile et rapide. Pour les hospitaliers, ça demande encore d'être à l'ère papier, même si on espère que l'année prochaine, on pourra avoir un compte Amélie Pro pour le faire. La prescription, elle est initiale cardio-endoc ou interniste, mais pas forcément hospitalier. Donc, bien sûr, les libéraux peuvent le prescrire. Il n'y a pas de contre-indication hormis l'hypersensibilité aux produits. C'est des stylos qui sont sous-cutanés tous les 15 jours et ça coûte très cher. Donc, il faut quand même réfléchir à l'indication parce qu'à partir du moment où on le prescrit, ça va être difficile de l'arrêter. Donc, il faut quand même peser les indications et réfléchir en termes de pertinence clinique, en termes d'objectifs du traitement. Donc, il y en a 2. Il y a le Repatha, l'Evolocumab, où l'AMM a une AMM beaucoup plus large. C'est vraiment de la prévention secondaire. Il faut que le patient ait soit une AOMI symptomatique, bien sûr, soit avoir fait un infarctus du myocarde, soit un AVC qui est non hémorragique. Ce patient, il doit être sous statine à dose max tolérée et ezetimibe, c'est important. Donc, prévention secondaire, bithérapie hypolipémiante et un LDL cible qui est non à la cible, c'est-à-dire supérieur à 0,7 g par litre. Pour l'Evolocumab, il n'y a pas de délai de temps, c'est-à-dire que le patient, il faut que ce soit en prévention secondaire, mais c'est tout. Et par contre, ça coûte quand même 451,58 € par mois. Alors, bien sûr, remboursé, mais ça a quand même un coût non négligeable. Donc, dans l'entente préalable, il y a tout l'organigramme, parce qu'à chaque fois, bon, c'est pas facile de se rappeler. Donc, il faut qu'il soit en prévention secondaire, qu'il soit sous statine à dose max tolérée, plus de l'ézetimibe, avec un LDL qui n'est pas à la cible. Et dans ce cas-là, oui, il y a une demande d'accord préalable autorisée par la Sécu. Le deuxième, c'est l'alirocumab, c'est le Praluent. L'AMM, c'est dans l'année du SCA. Donc, ça veut dire que là, il y a un délai de temps. C'est-à-dire qu'il faut qu'il ait fait un SCA dans l'année pour pouvoir l'introduire. Il faut aussi qu'il soit sous statine à dose max tolérée et ezetimibe et un LDL cholestérol non à la cible qui est le même cutoff. Ça coûte à peu près le même prix, 472,20 € par mois, x 12, ça commence à faire plus de 4 000 € par an. Donc, SCA dans l'année, statine à dose max tolérée, plus ezetimibe, LDL non à la cible, on a l'AMM. C'est-à-dire que le patient qui a une intolérance aux statines et qui n'est pas sous statine, ce n'est pas une indication. Attention, l'angor stable ou instable, pour nous, pour nos patients cardiologiques, ce n'est pas une indication. C'est-à-dire que le patient HF qui a eu le temps de venir avant de faire l'infarctus et qui est juste angineux, angor d'effort, qui n'a pas fait de tropo, qui a un stent, il n'est pas candidat à un anti-PCSK9. Il faut vraiment avoir fait l'infarctus. Et ça, la Sécu, ils sont très regardants là-dessus. L'autre chose, c'est qu'il faut faire attention à ne pas cocher HF dans la demande d'accord préalable. Alors, ça paraît un peu bizarre, mais en fait, avant, les anti-PCSK9 avaient l'indication dans l'HF avec des LDL cutoff beaucoup plus hauts, c'est-à-dire plus de 2 grammes ou plus de 3 grammes selon la prévention primaire ou secondaire. C'est-à-dire que les patients qui avaient au-delà de 2 grammes en prévention secondaire pouvaient être candidats à des anti-PCSK9. Maintenant, c'est des patients qui ont peu importe l'HF ou pas HF, avec des LDL cutoff supérieurs à 0,7. Donc, si on coche HF, ils vont garder le LDL. S'il n'est pas au-delà de 2 ou 3 grammes, ils vont refuser l'entente préalable. C'est pour ça que ça va probablement changer, mais les patients HF, il ne faut pas cocher la case dans la demande d'accord préalable, parce qu'on a beaucoup de refus dans les demandes d'accord préalable, et c'est souvent parce que soit c'est des patients angineux mais sans infarctus, soit qu'on a coché l'HF alors qu'il ne fallait pas. Bon, voilà. Ça a des petites subtilités administratives. Je vous avais mis juste l'effet des traitements hypolipémiants sur la réduction du LDL cholestérol.
c'est les recos des dyslipidémies 2019, pour avoir un peu une idée des traitements quand ils sont bien pris sur le LDL. Anti-PCSK9 plus statine à dose élevée plus les étimides, moins 80% de réduction du LDL cholestérol quand même. C'est-à-dire que ça arrive, c'est arrivé à Abdel il n'y a pas très longtemps, on met un anti-PCSK9, puis le LDL il tombe vraiment très très bas et ça nous fait réduire la statine. Ça arrive. Alors, quand on a un patient HF en consultation, ce qui est très important, c'est d'identifier ses enfants, ses frères et sœurs, ses oncles et tantes, ses parents, les apparentés du premier degré, pour leur proposer un dépistage qu'on appelle en cascade. Donc, on fait l'arbre généalogique en consultation. C'est moins coûteux et plus efficient qu'un dépistage de masse, et on propose un bilan lipidique dans un premier temps. Et puis, en fonction, voilà, on leur analyse parfois l'analyse, on leur propose l'analyse génétique. Et puis surtout, on va les prendre en charge de façon rapprochée en leur proposant certains examens paracliniques, éventuellement un traitement. La question de Benjamin est proche de celle-là. Et pour l'enfant, alors chez l'enfant, les conséquences visibles sont dès 5 ans au Doppler artériel périphérique avec des stries lipidiques visualisées. Et à partir de 12 ans, on voit de l'athérome valvulaire en écho. Alors ça, on le voit surtout chez les homozygotes. Et par exemple, mon monsieur tout à l'heure de 46 ans, lui, il avait déjà de l'athérome aortique. Et on sait que les HF, c'est des facteurs de risque d'avoir des sténoses aortiques prématurées. Ce n'était pas sténosant ni rien, mais on voit que la valve aortique, elle est déjà un peu graisseuse. Et ça se voit bien même chez les hétérozygotes autour de 40-50 ans. On recommande de faire un bilan biologique à partir de 5 ans. Si le parent est HF, voilà, alors, il faut que les parents soient d'accord. Mais à partir de 5 ans, parce que les conséquences sont déjà visibles et qu'on peut proposer un traitement. Dans ces cas-là, on propose un traitement par simvastatin, 10 mg un jour sur 2, et puis on surveille bien sûr la tolérance. Alors, la mise en place du réseau de soins, donc on est 3 cardiologues, une question ? Non. 3 endocrinologues et une cardiologue qui ont ouvert des vagues de consultation. C'est des consultes, la consulte initiale, elle dure 1 heure, le temps de faire l'arbre généalogique, d'utiliser le pocket guide, d'examiner les patients, de parler de la génétique, de récupérer tous les bilans lipidiques. Tout ça, c'est long. Donc, les patients, ils sont vus longtemps, mais c'est quand même important parce que c'est une consultation où il y a beaucoup de choses qui sont abordées, la filiation, la maladie cardiovasculaire, la prévention, le suivi, etc. Et donc, on s'est mis en place à peu près une vacation par mois chacune. On est 4 filles, c'est pour ça que je dis chacune, pour pouvoir voir les patients en consultation. Pour ceux qui ont un Dutch supérieur ou égal à 6, ou ceux où on se pose la question de faire l'analyse génétique, même si le Dutch est inférieur à 6, on les revoit 6 mois après pour la rendue des résultats avec la consulte d'annonce de la mutation ou pas retrouvée et en quoi ça change quelque chose. Alors, on a fait cette fiche pour un peu communiquer auprès des collègues. Qu'en penser à une HF? Donc, les patients à nous adresser, c'est les LDL supérieurs à 9 g par litre chez l'adulte, avec des triglycérides moins de 2 g. On a vu que c'était les hypercholestérolémies pures qui nous intéressaient. C'est bien les hypercholestérolémies pures. Les LDL supérieurs à 6 g par litre chez l'enfant ou chez l'adulte s'ils sont sous traitement hypolipémiant. Et encore une fois, avec des triglycérides inférieurs à 2 g. Donc ça, c'est la case biologique. Et puis avec ça, il faut soit les dépôts visibles de cholestérol, ce qui ne sont pas fréquents, soit l'histoire personnelle de maladies cardiovasculaires précoces, avec le cut-off de l'âge, soit l'histoire familiale d'hypercholestérolémie ou cardiovasculaire précoce. C'est en fait le Dutch qui est résumé en organigramme. Ce qu'on propose comme réseau de soins, c'est que ce patient-là, c'est le médecin traitant ou le spécialiste libéral hospitalier qui tique avec cette histoire clinico-biologique, qui demande les explorations cardiovasculaires auprès de leur cardiologue ou de leur angiologue traitant s'ils en ont un, ou d'ailleurs s'ils n'en ont pas. Et puis ensuite, nous, on les voit en consultation.
les explorations cardiovasculaires, voilà, bien sûr, c'est en fonction de l'âge et bien sûr, on peut s'aider par le Pocket Guide qui a été développé en population générale, mais où la case HF est bien précisée. Et puis ensuite, donc, on les voit à 1 heure, on peut leur proposer une prise en charge globale. Bien sûr, on fait le dépistage en cascade des apparentés, le but étant de récupérer ensuite les bilans lipidiques des enfants, des apparentés au premier degré, en fonction des régions où ils habitent, de les adresser en consultation, etc. On demande de remplir une fiche de liaison ville-hôpital ou hôpital-hôpital si c'est un collègue hospitalier. Donc ça, c'est le médecin qui est tenu de remplir les renseignements cliniques et biologiques. Ça nous aide à avancer un peu la consultation, à voir si c'est pertinent cliniquement la consultation. Et puis, le patient, on leur envoie une fiche d'information de qu'est-ce que l'HF, pourquoi on va les voir en consultation d'1 heure, pourquoi c'est quelqu'un qui va les voir alors qu'il ne les a jamais entendu parler de cette personne, avec un petit mot d'information. Et puis, on leur demande de remplir une fiche d'information généalogie pour avancer l'arbre généalogique parce que ça prend du temps. Parfois, les patients ne se rappellent plus des dates de naissance, ils ne sont pas renseignés avant sur les antécédents cardiovasculaires. Donc, on leur demande de se renseigner avant et on leur demande de faire une prise de sang avant pour avoir vraiment, nous, toutes les infos, éliminer les causes secondaires d'hypercholestérolémie et voilà, essayer d'optimiser cette consultation qui est assez intense en termes d'information et pas perdre de temps. Annie en parlait tout à l'heure. On a mis en place une réunion de concertation entre cardio et endocrinologue. On a bon espoir que les pédiatres nous rejoignent à peu près 1 fois par mois pour parler des cas qui nous posent problème. Nous, on commence la lipidologie, que ce soit moi ou aussi d'autres endocrinologues. Et c'est vrai qu'Annie, elle nous forme et puis on peut échanger sur les dossiers. L'échange entre spécialités, c'est vraiment vertueux. On progresse ensemble. Et puis, pour les cas complexes où on ne sait pas exactement s'il faut proposer l'analyse génétique ou si on ne trouve pas le premier panel ou d'autres prises en charge de dyslipidémie complexe autres, on les présente en réunion de concertation pluridisciplinaire régionale, qui est la réunion de Lyon-Est. Et voilà, c'est à peu près 1 fois par mois. Tous les patients suspectés HF sont inclus dans le registre national HF. En tout cas, on leur propose. Le consentement du patient est obligatoire, bien sûr. Et en fait, ça regroupe tous les patients HF en France. Ils ont un numéro famille. Et donc, en plus, ça peut permettre de faire le lien entre différentes régions. Et puis, ça permet d'avoir une idée un peu de la population HF en France. Donc voilà, les patients, on leur propose systématiquement l'inscription au registre. Pour l'instant, c'est Lyon-Est qui s'occupe de les inclure. Voilà, donc comment nous contacter pour ces patients, soit par fax, on est encore à l'ère du fax, mais il y a aussi l'ère numérique avec l'email de Nathalie qui gère toute la partie administrative, qui accueille les questions des patients, qui renvoie les documents. Il y a Gaspard Beaune qui nous envoie les alertes laboratoires avec tous les LDL supérieurs à 1,9 et puis on trie ce qui est pertinent ou pas de voir en consultation. Parfois, ça permet de récupérer des HF, même passés par nos services qu'on n'aurait pas vus. Voilà. On peut nous envoyer par CISRA aussi la demande de consulte avec le mot-clé dyslipidémie. Le nom complet, c'est dyslipidémie complexe CH26. Ça, c'est plus pour les libéraux. Ça marche bien. Sur CISRA, il y a les PDF qui peuvent être modifiables en ligne pour la fiche de liaison, notamment pour les documents cliniques, les renseignements cliniques à remplir. Voilà. Je voulais juste, avant de conclure, faire un tout petit mot sur la LP petit a, vu tant qu'on parle de lipidologie et de maladies cardiovasculaires, parce que la LP petit a, c'est une lipoprotéine qui est riche en cholestérol, entre 30 et 40% de cholestérol en son sein, et qui a un effet pro-thrombotique et pro-athérogène. Alors, on en parlait beaucoup il y a quelques années, puis là, ça revient un peu. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que la LP petit a, 90% de son taux circulant est hérité génétiquement par le gène de la LP petit a, c'est-à-dire que ça existe des véritables maladies génétiques sur des mutations de ce gène qui font que la LP petit a a un taux circulant plus élevé. Ce taux-là, vu qu'il est hérité génétiquement, il est assez stable dans le temps, c'est-à-dire que ce soit le sexe, l'âge ou le mode de vie, il ne bouge pas beaucoup. Alors, il est un peu plus élevé chez les sujets blacks.
Et son élévation, c'est un véritable facteur de risque cardiovasculaire indépendant. Pour une norme inférieure à 0,3 à peu près, on estime que le risque cardiovasculaire est vraiment patent à partir de 0,5 g par litre. C'est aussi un risque de sténose aortique précoce d'ailleurs. Et au-delà d'1,8 g par litre, c'est des patients équivalents d'HF hétérozygote en termes de niveau de risque cardiovasculaire. Il faut faire attention parce que, en fait, dans le LDL calculé, qu'on calcule dans le LDL cholestérol, au niveau biologique, il y a le LDL cholestérol véritable et le cholestérol qui est contenu dans la LP petit a. Donc, on propose une formule de correction qui est le LDL cholestérol corrigé, qui est le LDL cholestérol moins 30% de la LP petit a. Ça veut dire que les patients qui ont une LP petit a très élevée, on aura un LDL cholestérol assez augmenté. Malheureusement, les statines n'ont pas d'effet sur la LP petit a. Donc, on pourra toujours monter et qu'ils prennent bien leur statine. Parfois, on a des cholestérol qui ne sont pas à la cible du fait de la LP petit a. Donc, on conseille chez nos patients, notamment nos patients qui ont des atteintes athéromateuses non expliquées par les facteurs de risque cardiovasculaire classiques, mais aussi chez les patients qui ont des LDL cholestérol très élevés, alors qu'on ne comprend pas au niveau thérapeutique, de doser la LP petit a, parce que voilà, ça joue quand même dans la réflexion clinico-biologique du malade. Donc, comme c'est 90% hérité génétiquement, il ne faut pas hésiter à faire une exploration familiale si le taux est élevé, parce que les enfants de ces patients ont un risque d'avoir un LP petit a élevé, et c'est des patients qu'il faut suivre de façon beaucoup plus rapprochée. Les statines jouent très peu sur la LP petit a parce que ce n'est pas en lien avec les LDL récepteurs. Et par contre, les anti-PCSK9, on a vu que ça réduisait à peu près de 20% la LP petit a. Mais il n'y a aucun traitement spécifique pour l'instant, à part la LDL-FRS. On ne peut pas considérer que ce soit un traitement facile à faire. Et donc voilà, c'était un petit mot pour en parler, parce que ça peut intervenir dans la discussion, dans la réflexion de ces traitements, de ces patients-là. Ça, c'est en dehors de ton screening génétique. Oui, c'est en plus. C'est vraiment un prélèvement biologique à faire. Alors, ce n'est pas remboursé. Il faut le faire une fois dans la vie. Mais bon, ce n'est pas très cher à Gaspard, tu m'en dis. Je crois que c'est 18 € ou moins que ça même. Bon, pas très cher. Oui, Annie dit que malheureusement, souvent, nos patients HF, ils ont des LP petit a en plus augmentés. Ils cumulent. En conclusion, pensez à HF si LDL élevé, événement cardiovasculaire jeune, dans la famille ou chez le patient, c'est des histoires bruyantes, hein, donc il faut rester vraiment clinique, c'est-à-dire que le patient de 75 ans qui a un LDL élevé mais qui n'a jamais rien fait, ce n'est pas un HF, hein, c'est des patients souvent jeunes, ça parle dans les familles. Il faut calculer le score de Dutch. On propose une analyse génétique en fonction des modalités qu'on a vues, et surtout, il faut réaliser une prise en charge individuelle et familiale. Ça doit nécessiter une exploration familiale, ça doit faire changer les modes de vie des patients, qu'ils aient compris qu'ils avaient une maladie, etc. Juste 4 chiffres un peu clés. Les hétérozygotes, c'est 1 sur 200 individus, donc il y en a beaucoup. 9 patients sur 10 seniors, un seul patient sur 10 s'est diagnostiqué, x 13 de risque de faire un infarctus sans traitement et 50% de risque de transmettre la maladie. Donc, ça nécessite l'exploration familiale, c'est indispensable. L'expérience anécienne en 2 ans, c'est Annie, le travail d'Annie. 30 familles étudiées, 7 enfants ont été diagnostiqués HF, hein, avec des LDL, même chez les enfants, qui sont au-delà de 2 grammes. La petite photo. Donc, on a tourné un film il y a 2 semaines pour faire la promotion de la filière, expliquer comment nous adresser les malades. C'est un résumé de ce topo en plus condensé parce que c'est 5 minutes de film. On va bien sûr communiquer auprès des médecins généralistes, des spécialistes hospitaliers et libéraux. On est toujours disponible par mail ou par téléphone pour discuter des malades, voir si c'est pertinent de nous les envoyer. Il ne faut pas hésiter à faire le bilan cardiovasculaire avant. Donc voilà, il y a Florence qui est endocrinologue qui nous a rejoint. Ça fait combien de temps, Florence, que tu es là maintenant?
sur l'hôpital, 1 an et demi. Agnès Caro, Annie Fontaine, donc, qui travaille sur les lipides depuis très longtemps, Gaspard Bonin, Nathalie, qui est donc notre secrétaire qui nous aide bien sur le plan administratif, et puis moi. Voilà. On est dispo pour les questions, on est tous là. Donc, il ne faut pas hésiter. Il y a les endocs, les biologistes, les cardiologues. Voilà. Si vous avez des questions, n'hésitez pas.